Salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est des vacances pour pas mal de personnes, donc je me suis dit je vais vous faire plaisir. J'avais envie de vous remercier de votre gentillesse et de tous vos beaux messages. Le soir, quand je regarde vos commentaires, je me dis que j'ai vraiment une communauté en or, et ça fait vraiment, mais vraiment chaud au cœur. On est tous là en train de passer de bons moments, que ce soit en live ou sur de bonnes grosses vidéos, et ça fait plaisir. Alors pour vous remercier, j'ai pensé à un petit truc, vous faire gagner à 5 d'entre vous un petit cadeau que je vous enverrai via Amazon. Vous pourrez choisir ce que vous voulez tant que ça dépasse pas 30 €. Avec le peu d'argent YouTube que j'ai gagné, je me suis dit pourquoi pas vous les offrir et vous faire gagner quelque chose. Parce que tout ça, c'est grâce à vous. Tout ce qu'on est en train de faire, toute la progression qu'on fait ensemble, c'est juste grâce à vous. Donc je voulais vous remercier. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme ça à l'avenir je vous ferai encore plein de cadeaux. Vous inquiétez pas, moi aussi je vais vous ralasse, on va se mettre très bien ensemble. Alors c'est hyper simple, vous aurez juste à me contacter sur mon Insta Mogotasama si vous trouvez la réponse. Ensuite vous aurez juste à me donner votre adresse et c'est gagné. Mais ça va pas être aussi simple, vous savez que je suis un fourbe, donc j'ai compliqué la tâche histoire de donner une chance à tout le monde de gagner. Pour trouver la réponse, vous allez passer par plusieurs étapes. Regardez chaque détail de la vidéo car il y aura exactement 6 indices qui seront cachés. Dans certains d'entre eux, il y aura des indications à appliquer à la lettre. Et attention car pour réussir, il ne faudra rater aucun indice. Quand vous aurez tout trouvé et appliqué, une question va se formuler et vous aurez juste à me donner la réponse. Quand vous avez tout ça, rendez-vous sur mon Insta Mogotasama et envoyez-moi un message. Et comme d'habitude, je répondrai à tout le monde. Sur ce, ouvrez bien les yeux et commençons cette vidéo. Ok, ici on va commencer avec une première histoire que je me devais de vous présenter. Restez attentifs car faut vraiment rester concentré pour comprendre cette vidéo. Je vais pas vous spoiler plus que ça, sans plus attendre on va commencer. Let's begin. Quand on a un frère ou une sœur jumelle, on entend beaucoup parler de télépathie entre jumeaux. Pas forcément parce que ça nous arrive, mais surtout parce que tout le monde nous demande si c'est le cas. Et en l'occurrence, pour moi, ça n'a jamais été vrai. Je m'appelle Iris et ma sœur jumelle s'appelle Rose. Vu que mes parents ne voulaient pas s'amuser à nous donner des noms qui rimaient ou qui commençaient par la même lettre, ils ont décidé de nous donner des noms de fleurs. Ce ne sont pas les pires prénoms qu'ils auraient pu nous donner. J'ai entendu dire que ma grand-mère voulait qu'on s'appelle Beverly et Bailey. Enfin bon, revenons à notre histoire. Rose et moi, on avait toujours été assez compétitives l'une avec l'autre. Mais malheureusement pour moi, je n'arrivais pratiquement jamais à la battre. Pour être honnête, je dirais que c'était plutôt elle qui était compétitive avec moi. C'était comme si je n'étais pas autorisé à être meilleur qu'elle dans quoi que ce soit. Elle voulait être la meilleure, elle adorait l'attention. Si je décidais de jouer au football, elle faisait en sorte de faire la même chose et d'y jouer mieux que moi. Si j'avais une bonne note, la fois suivante, il fallait qu'elle en ait une meilleure. Elle faisait tout pour que je ne puisse pas être devant elle. Et en plus de ça, pour ne rien arranger, c'était la préférée de tout le monde. Je n'étais pas jalouse d'elle, mais ça me donnait une très mauvaise image de moi-même. Tout le monde me sous-estimait. On était peut-être identiques physiquement, mais mentalement, tout le monde arrivait à nous différencier. Être meilleur en tout faisait que Rose était la meilleure des jumelles. Quand on avait 16 ans, les choses ont changé pendant un court instant. On est allé à une fête ensemble, et c'est cette nuit-là que j'ai réalisé que ma sœur jumelle était vraiment mauvaise. Je me suis rendu compte que c'était plus que de la rivalité entre jumeaux. Elle me détestait vraiment, et ça m'a pris du temps avant de parler de tout ça. Le soir de la fête, on avait décidé de sortir discrètement de nos chambres pendant que nos parents dormaient pour y aller. Et pour une fois, ma sœur avait bien voulu que je sois la plus belle. Elle m'a aidé à m'habiller et à me maquiller. Elle a fait en sorte que je sois magnifique. Et elle ne s'est pas maquillée. Elle s'est habillée très modestement. C'est comme si on avait échangé nos places, et je pense que c'est ce qu'elle voulait. On est sorti juste après 23 h et on a retrouvé des amis qui nous ont emmenés à la fête avec eux. Quand on est arrivé, l'ex de Rose n'arrêtait pas de nous embêter. Il nous suivait partout où on allait. Et alors que Rose était partie pour parler avec d'autres personnes, il s'est convaincu que j'étais elle. À ce moment-là, j'avais bu plusieurs verres, et je me suis dit que ça pouvait être marrant de le laisser y croire. Je l'ai embrassé, et c'est alors qu'il m'a entraîné dans une pièce où on s'est retrouvés tout seuls tous les deux. Et c'est là que j'ai réalisé que j'ai fait une grosse erreur. J'ai essayé de lui dire que je n'étais pas elle, mais il commençait à me dire qu'il s'en fichait totalement, que je lui ressemblais comme deux gouttes d'eau. Après ça, les choses ont commencé à prendre une tournure horrible. Après quelques secondes, j'ai entendu la porte s'ouvrir, et j'ai vu Rose passer sa tête à l'intérieur de la pièce. J'étais rassuré, et je me suis dit qu'elle était venue me sauver. Mais ce n'était pas le cas, elle s'est juste contentée de regarder ce qu'il me faisait. Et après ça, elle a refermé la porte en me laissant seul avec ce monstre. Ça m'a vraiment traumatisé, et je ne savais pas à qui parler de tout ça. Ma propre sœur qui avait vu la scène n'a pas dit un seul mot. Vu que je déprimais et que je me sentais mal, j'ai commencé à écrire tout ce que je ressentais dans un journal. J'étais tellement déprimé que mes parents l'ont remarqué, et ont décidé de m'emmener chez un psychologue. Même si je n'étais pas prête à parler de ce qui m'était arrivé,
Ça me ferait du bien de parler à d'autres personnes. Mes parents s'inquiétaient beaucoup pour moi, donc j'ai commencé à recevoir beaucoup plus d'attention que Rose, mais ça n'a pas duré longtemps. En un mois, tout s'est accéléré. Rose a décidé que si j'étais dépressive, elle le serait aussi. Elle a volé mon journal et elle a dit à mes parents que c'était le sien. Elle avait volé ma tragédie et parlait facilement de tout ce que son ex lui avait fait. Mais moi, je n'arrivais pas à en parler et elle en a profité. Elle a empiré les choses en inversant les rôles. Elle a dit à tout le monde que j'avais vu ce qui s'était passé et que je ne l'avais jamais aidé. Tout le monde était contre moi et mes parents ont décidé que je ne devais plus voir la psychologue. Ils ont dû se dire que ma tristesse était sûrement la culpabilité pour ne pas avoir aidé ma sœur et que je méritais tout ce que je vivais. C'était un véritable enfer et je ne voyais aucun moyen de m'en sortir. J'ai acheté un nouveau journal et j'y ai versé toutes mes idées noires. J'ai commencé à me scarifier pour ressentir quelque chose d'autre que la tristesse. Tout le monde s'en fichait. Même si j'avais vécu ma vie entière dans l'ombre de ma sœur, ce que je vivais en ce moment était pire. J'étais une véritable paria. Je n'avais pas le droit d'aller mal. Aucun de mes problèmes n'était censé exister. Et j'étais cataloguée comme la menteuse qui essayait de s'approprier les malheurs de sa sœur. Et même quand ils ont découvert que je me faisais du mal, ils ont dit que c'était parce que j'essayais de la copier. Pour eux, j'étais un fardeau. Et ça a continué jusqu'à mes 18 ans. L'année scolaire était presque terminée. Et j'étais contente, car j'allais enfin pouvoir partir et être libre. J'allais pouvoir vivre ma propre vie et ma propre personne. Vu que je n'avais aucun contrôle sur mon passé, il fallait que je m'en éloigne le plus possible. Mais en réfléchissant bien, je savais que ma sœur n'allait pas me permettre que cela arrive. Pour moi, la seule solution que j'avais, c'était d'en finir. Mon existence entière n'avait aucun sens et tout le monde était dégoûté par moi. Mais le jour où je m'apprêtais à le faire, quelque chose d'horrible est arrivé. Mes parents ont retrouvé Rose et à côté d'elle, un journal. Mon journal. Elle avait encore dérobé mon précieux journal. Et dedans, il n'y avait pas beaucoup d'explications. Il y avait juste des excuses. Vu que c'était mon journal qu'ils avaient trouvé à côté de son corps, mes parents ne se sont pas dit que c'était Rose qui était morte, mais bel et bien moi, Iris. Ils étaient attristés bien sûr, mais en même temps, ils avaient l'air d'être soulagés. La fille qui leur avait apporté tant de honte avait fait une faveur au monde. Ils m'ont serré dans leurs bras alors que je pleurais, et ils m'ont assuré qu'ils seraient toujours là pour moi. Ils n'avaient jamais cru à tous mes problèmes. Ils n'avaient jamais compris que Rose m'avait volé mon histoire, et qu'elle l'avait utilisée contre moi, et ils ne le sauront jamais. Je suppose qu'elle préférait mourir que de s'imaginer supporter toute l'attention que j'allais recevoir après ma mort, et qu'elle était prête à tout pour qu'on s'intéresse à elle, même si ça voulait dire mourir à ma place, et se faire passer pour moi jusqu'au bout. Je n'ai jamais voulu la vie de ma sœur, je voulais ma propre vie, mais maintenant, je suis seul à vivre pour deux. Elle avait peut-être volé ma mort, mais grâce à ça, elle m'avait redonné la vie. Et autant vous dire que ma vie est beaucoup mieux depuis que tout le monde m'appelle Rose. Cette histoire, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve hyper intéressante. Qu'elle soit vraie ou fausse, on a comme un message derrière tout ça. La jalousie entre frères et sœurs, et plus particulièrement entre jumeaux et jumelles. Je trouve que ce thread fait beaucoup réfléchir, parce que imaginez avoir un jumeau. Vous êtes identiques en tout point. Soit vous vous aimez et c'est parfait, soit c'est la catastrophe et vous vous détestez. C'est quitte ou double. Dans le cas où ça se passerait mal, dans l'histoire on a de la jalousie qui vient s'installer, de la rivalité, que des vices qui viendront pourrir votre vie. Je trouve ça assez malheureux, parce qu'en arriver là, ça en devient totalement malsain et invivable. Je sais que c'est pas commun, mais je vais vous poser la question quand même. S'il y a des jumeaux qui me regardent, j'aimerais bien avoir votre expérience de frères et sœurs dans les commentaires. Je trouve ça super intéressant de savoir, on peut avoir des cas différents d'une famille à une autre. Enfin bref, continuons avec la prochaine histoire. C'est parti. C'était une journée d'hiver ordinaire. Il pleuvait des cordes et je comptais rester au lit toute la journée. Je n'avais pas trop le moral ces derniers temps, et mon médecin m'a imposé un congé forcé pour une soi-disant dépression. Mais je ne suis absolument pas dépressif, je n'ai juste pas envie de sortir. Mais ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Bref, j'étais perdu dans mes pensées, quand ma sœur m'a annoncé qu'on allait participer à une sorte d'émission de télé-réalité. À vrai dire, j'étais pas très emballé par cette idée, mais ma sœur était tellement contente, elle était si heureuse que, franchement, j'ai dû accepter. 2 jours plus tard, nous sommes arrivés à l'endroit qu'on lui avait indiqué en arrivant là-bas. Il y avait un grand manoir, il faisait si noir. La végétation était si dense, mais bien plus que les ténèbres. C'était le calme absolu, c'était pesant et le silence inquiétant m'ont mis mal à l'aise. Non, n'y va pas, je ne veux pas rentrer dans cette demeure, et je dis à ma sœur. Mais guidé par sa curiosité, je me suis laissé emporter. Ma sœur m'entraîna dans cet endroit malgré mes réticences. Quand soudain elle se retourne vers moi et me dit avec une voix grave « Suis-moi et fais-le ». Mais faire quoi, lui ai-je répondu. « Venge-moi, il est là. Venge-moi s'il te plaît. Il ne peut pas s'en sortir si facilement. » Et là j'ai compris, tout était clair. Je me suis rappelé de tout ce qui s'était passé. Je n'étais pas dépressif. C'était une grande tristesse. La tristesse d'avoir perdu ma sœur. Il y a 1 an de ça, son collègue, ce montre me l'avait arraché. Il s'en est tiré faute de preuves, ont-ils dit. Mais moi, je savais. Il avait payé des avocats sans scrupules parce qu'il était riche. Il a acheté les 2 témoins
et un des membres du jury aussi. Je l'ai vu, il n'arrêtait pas de sourire et de lui faire des clins d'œil. Je savais qu'elle avait peur de lui, c'était lui qui l'avait harcelée, lui qui la suivait, qui l'avait traquée et pour finir qui l'a tuée devant chez elle. Comme si ça ne suffisait pas, il a brûlé son corps et là, il allait le payer. Je me suis faufilé doucement à l'intérieur de chez lui avec un bidon d'essence que j'avais dans le coffre. Sans faire de bruit, je suis entré dans sa chambre là où il dormait, si paisiblement avec sa femme. Et oui, un monstre pareil est marié. J'ai versé le combustible autour et sur leur grand lit, j'y ai mis le feu. J'entendais leurs cris, leurs hurlements, leurs gémissements, l'odeur de brûlé. Les flammes qui les consumaient franchement. C'était un vrai bonheur. Un plaisir à voir, mais le plus important à ce moment-là, c'était le sourire de ma sœur. C'est tout ce qui comptait. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Lui ai-je demandé. Maintenant, ne t'inquiète pas, on a encore beaucoup de choses à faire, toi et moi. Pour être honnête, cette histoire je ne sais pas si elle a vraiment existé. Mais ce qui est sûr et c'est quasiment obligé, une histoire pareille, venger sa sœur qui a subi les pires choses, se faire violer puis assassiner, je pense qu'en recherchant bien sur internet, on peut trouver des cas similaires et des vengeances terribles réalisées par les proches des victimes. Mais dans l'histoire on a l'impression que la personne est tourmentée par la fin, comme si tout ce qu'elle avait raconté, c'était qu'une illusion. Je sais pas, mais on a comme l'impression qu'elle souffre d'une maladie mentale, comme de la schizophrénie, et qu'il réalise des meurtres poussés par des voix dans sa tête. Et ça voudrait dire que la sœur n'existe pas, et qu'à l'heure actuelle, cette personne continue ses massacres poussés par sa folie. Cette hypothèse elle est ultra badante, après peut-être que je suis parano, et qu'il s'agit simplement d'une vengeance. Enfin bref, continuons avec l'histoire suivante. C'était en 2018-2019. Ce cauchemar m'a toujours marqué et angoissé. Je n'ai jamais compris pourquoi ça m'était arrivé. Apparemment, mon père me disait que je regardais beaucoup trop de films d'horreur, et que ça serait peut-être la cause. Mais pour moi, ça m'avait jamais traumatisé, donc ça pouvait pas être ça. Je n'avais pas vu de films d'horreur ou de choses de ce genre. Je mettais toujours ma caméra en appel avec ma copine pour qu'on puisse dormir côte à côte. Enfin, faire semblant en tout cas. On se parle, on se raconte plein de choses, et on s'endort comme des gosses. Mais malheureusement, ce jour-là, j'ai passé la pire nuit de toute ma vie. Je me rappelle que je me suis réveillé dans mon cauchemar, je ne pouvais plus bouger. J'ai crié à l'aide à ma copine, ma tête était en direction du téléphone, je ne faisais que l'appeler, elle ne répondait pas. Pourtant je la voyais dormir et j'étais en train de gueuler mais elle ne m'entendait pas. J'ai crié le nom de mon grand frère, puis le nom de mon petit frère, en direction de la porte. Je pensais qu'ils allaient mieux entendre mais malheureusement il n'y avait toujours aucune réaction. J'ai dirigé ma tête vers le plafond et j'ai gueulé à l'aide à mes parents. Papa, maman, ils ne répondaient pas. J'étais en train de pleurer parce que je ne savais pas ce qui se passait. Il y avait la lumière bleue de ma télévision qui était allumée, mais il n'y avait rien d'anormal dans la pièce. Il n'y avait pas de silhouette, rien qui me faisait croire qu'il y avait quelque chose dans la pièce, qui m'empêchait de bouger ou de me faire entendre. J'étais juste bloqué, comme si on m'avait mis un poids sur mon thorax. Je n'avais aucune possibilité de respirer. J'étais en train de suffoquer jusqu'à m'évanouir. Je me suis réveillé vers 4-5 heures du matin. Je ne sais plus trop, mais c'était la matinée, ça j'en étais sûr. J'avais des frissons dans le dos, j'avais très froid, sachant qu'il faisait très chaud ce jour-là. J'ai alors bu et je me suis pincé pour voir si j'étais bien réveillé. J'étais tétanisé par la peur que ça recommence. Ça m'a tellement marqué que j'ai fait des recherches et j'ai vu que ça pouvait arriver à de nombreuses personnes. Et ça s'appelait la paralysie du sommeil. J'ai lu cette histoire, je l'ai trouvée tellement poignante, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais à travers ce témoignage, on ressent sa détresse. À quel point ça devait être difficile à gérer comme situation. Personnellement, j'ai déjà entendu ce genre d'histoire en Algérie. L'un de mes oncles m'a déjà raconté avoir déjà vécu ce genre de choses. Ressentir quelque chose qui s'assoit sur ton ventre, avoir la respiration coupée. Il était persuadé être attaqué par un djinn. Étant musulman, pour que cela cesse, il s'est mis à écouter du Coran et depuis ce jour-là, il n'a plus jamais eu ce problème. S'il y a bien une chose que je redoute, c'est ça. Perdre le contrôle, ne pas pouvoir être aidé, ça fait extrêmement peur. Si vous avez déjà vécu ce genre de choses, n'hésitez pas à le partager en bas ou en privé sur Instagram. Bref, continuons avec une nouvelle histoire. Je m'appelle Robin, j'ai actuellement 16 ans, mais mon histoire s'est passée quand j'avais 15 ans. Dans la vie, j'aime le sport, faire des soirées entre amis et j'aime beaucoup dessiner. Je dessine des mangas, mais je fais aussi du réalisme et des paysages. On dit souvent que je suis plutôt doué pour ça. J'ai déjà dessiné ma ville, mais aussi mon lycée ou mes animaux. Ensuite, je mets tout ça sur internet pour avoir des avis. Vous savez, ce genre de forum où vous vous inscrivez avec un pseudo bidon suivi de quelques chiffres
chiffres à côté. Je suis en seconde dans un lycée général. J'habite en campagne, mais vraiment très loin de mon lycée, à environ 40 km. Mon bus le matin passe à 6h30 et mon bus du soir est à 18h10. Comme à mon habitude, en milieu d'année, je prenais le bus le soir à mon arrêt, qui se situait à une centaine de mètres de mon lycée. Cette journée-là, j'avais terminé à 17h, donc je suis allé dans un parc à côté pour dessiner. C'est au bout de 30 minutes que je me suis aperçu que quelqu'un était derrière moi en train de me fixer. Il se situait à 5 ou 6 mètres, donc ça me choquait pas plus que ça. Surtout que j'attire souvent les regards en dessinant. Une fois mon dessin fini, je me suis dirigé vers mon arrêt de bus. J'arrive un peu en avance et j'attends tranquillement l'arrivée du bus pour rentrer chez moi. J'attends 3 minutes, puis je le prends comme à mon habitude. Et c'est là que tout a commencé. C'était le début des problèmes. Juste derrière moi, il y avait un homme que je ne connaissais pas et qui m'avait observé dessiner juste avant. Il se trouvait juste derrière moi et il m'a suivi pour prendre le bus. Il devait avoir environ 40 ans, je pense. Il avait les cheveux blonds, avec un visage sans expression, un regard vide, sans aucune émotion. Il me faisait penser un peu à un russe comme dans les films d'action. Enfin bref, je me suis mis au fond du bus et il se plaça juste 2 rangs derrière moi. Comme j'habitais en campagne, je connaissais tous ceux qui étaient dans le bus et on n'était jamais plus d'une dizaine, mais je n'arrivais pas à savoir qui c'était. Je trouvais la situation très angoissante et je ne voulais pas qu'il m'aborde, donc j'ai pris mes écouteurs et j'ai écouté de la musique tout le long du trajet. Une fois à mon arrêt, je suis descendu et je le vois descendre aussi. Je trouvais ça bizarre, mais j'ai continué comme si de rien n'était. Je me disais que c'était normal qu'il descende au même arrêt que moi. Puis j'étais pas le seul à descendre à cet arrêt, on devait être au moins 3 ou 4. Donc je continue et je commence à marcher vers la direction de ma maison. Elle n'était pas très loin, environ 200 mètres. J'augmente un peu le son de ma musique et je rentre tout content car je venais de finir les cours et je me suis mis à danser dans le rythme de la musique. J'arrive devant chez moi et une fois à la porte, juste devant ma maison, il y a l'homme qui me fixe. Il me regardait avec insistance, c'était limite très malsain. Pendant 3 secondes, il y avait un gros silence. Je le regarde, il me regarde, puis je me mets à lui parler. Je lui dis bonjour avec ma voix qui tremblait. Il m'a fait un sourire forcé en me saluant avec la main. Il était juste à 2 mètres de moi. Il était vraiment imposant, le type d'homme qui fait froid dans le dos dans la rue. Je saurais pas l'expliquer, mais il y avait un gros malaise. Et là, soudain, il me sort la phrase suivante. En plus de dessiner, tu sais danser. Alors je lui réponds en rigolant, mais pas du tout, je sais pas du tout danser, mais n'importe quoi. Puis je me suis dit, mais comment sait-il que je dessine ? Mon cœur s'est mis à battre, mais d'un seul coup, je me suis dit qu'il avait dû me voir dessiner dans le parc. Puis pour encore briser le silence, je lui dis mais vous êtes du coin ? Monsieur, je vous ai jamais vu auparavant. Et là, il me répond qu'il voulait juste voir où j'habitais. La façon dont il l'a dit, c'était hyper flippant, comme s'il avait une arrière-pensée. À ce moment-là, j'ai eu la pire sensation de ma vie. J'ai pas cherché à comprendre et je suis parti en courant chez moi. Je suis monté à l'étage de ma chambre, j'ai fermé la porte à clé et je me suis précipité à ma fenêtre pour voir s'il était toujours en face. Et bien devinez quoi, il était toujours là à regarder ma maison. Quand il m'a aperçu à l'étage, il était en train de me fixer. Il a sorti quelque chose de sa poche, je crois que c'était un carnet. Il a noté quelque chose puis il est parti. Il a disparu dans la nature, comme si de rien n'était. Je ne suis pas allé au lycée le jour suivant, de peur qu'il soit dans le bus. Je pense maintenant qu'il avait dû voir mes dessins sur internet et qu'il connaissait les endroits que j'avais dessinés, tels que mon lycée et ma ville. Depuis ce jour, j'ai arrêté de poster des dessins sur n'importe quel forum, surtout avec des détails qui pourraient me localiser. Qui sait ce qu'il aurait pu faire ce jour-là, ce qu'il avait derrière la tête. Je pense avoir eu beaucoup de chance. De nos jours, on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Cette histoire, elle est hyper stressante. Le mec se fait carrément traquer par un inconnu. C'est pas comme si c'était juste un mec bizarre qui te suit pendant un certain temps dans la rue. Là, vu la description, on est carrément sur un genre de psychopathe qui a tout fait pour le retrouver. Mais le pire, c'est qu'il a dû essayer de le trouver depuis longtemps. Il y a vraiment des gens avec l'esprit tordu. À quel moment tu vas dans un forum et tu te mets à traquer un dessinateur amateur ? À quel moment, sérieux ? Faut vraiment être timbré. Je vous jure, parfois, quand je trouve certains threads, je me dis mais ça existe ça ? T'as vraiment des gens bizarres comme ça qui pour X raisons vont vouloir te retrouver. Ça me paraît tellement absurde, mais ce qui est sûr, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, les intentions de l'inconnu étaient hyper malsaines. Quand on voit ce genre de choses, faites juste super attention, et ça s'applique à tellement de choses. Internet, c'est ultra sombre. Parfois, on croit connaître la personne, on la rencontre, on discute avec elle, mais on se trompe totalement sur la personne. Alors qu'au final, on s'est juste créé une image d'elle et on peut être vite déçu ou voire pire. Enfin bref, continuons avec l'histoire suivante. Let's begin. Amélie est une jeune femme de 20 ans qui vient tout juste de commencer sa vie active en ayant décroché un job dans une enseigne de prêt-à-porter. Elle est heureuse d'avoir trouvé cet emploi, mais un événement va lui faire regretter son enthousiasme. Au début, tout se passait bien, la jeune femme était contente. Elle apprenait de ses collègues et franchement, elle prenait plaisir à conseiller les clients. Et là où elle travaillait, c'était une enseigne de prêt-à-porter pour hommes. Les clients qui viennent sont majoritairement des hommes, mais parfois il y a des femmes qui font des achats pour leur petite amie ou leur mari. Mais un jour, un client rentre dans le magasin et son visage interpelle Amélie, comme une impression de déjà-vu. La jeune femme va quand même aller le voir si ce client a besoin d'aide. Le client est étrange et lui fait une demande bien particulière.
Il souhaite qu'elle le conseille pour qu'il soit séduisant à ses yeux. Le mec est vraiment pas gêné, il balance la phrase suivante. Salut toi. Alors, est-ce que tu pourrais me conseiller quelque chose qui te ferait craquer? Gênée, la jeune femme va hésiter avant d'accepter, considérant qu'elle doit accomplir les demandes de ses clients. Le temps passe et l'homme essaie plusieurs vêtements, avant de laisser choisir lesquels Amélie préférerait pour les acheter. Les semaines passent, mais le client revient. Amélie le reconnaît et va tout de suite se cacher à l'arrière de la boutique, pour éviter tout contact avec lui. Elle le trouvait beaucoup trop étrange et mystérieux, et c'est totalement normal. À lui faire des demandes pareilles, on pourrait penser qu'il n'est pas du tout sain d'esprit. Et franchement, entre nous, ce genre de client, ça fait stresser et on n'aimerait pas du tout en avoir un en face de nous. Comme vous pouvez vous en douter, le client demande après elle. Une de ses collègues est alors partie la chercher. À son arrivée, elle sourit au client, mais elle est vraiment angoissée. Comme la fois d'avant, c'est la jeune femme qui choisit pour lui ses vêtements. Le client s'en va et Amélie en parle à ses collègues, qui la comprennent et qui lui disent qu'elles s'en chargeront pour la prochaine fois. Le soir venu, Amélie rentre chez elle dans son appartement situé à quelques pâtés de maison de son boulot. Arrivée sur le pas de la porte, elle ressent comme une présence. Elle s'empresse d'ouvrir sa porte, mais quelqu'un l'interpelle en lui attrapant l'épaule. Amélie tourne la tête, et c'était lui. Le client l'avait suivi jusque-là. Dans sa tête, tout se basculait. Elle se disait que c'était fini. Elle avait affaire à un gros psychopathe qui allait la séquestrer ou lui faire subir les pires choses. Tétanisée, elle ne peut rien dire. Elle est paralysée par la peur. L'homme prend la parole et lui dit « Amélie, c'est moi Jonathan. Tu me reconnais pas ?» La jeune femme, surprise et légèrement rassurée, lui répond que non. Elle ne le reconnaît pas et lui demande de bien vouloir partir et de la laisser tranquille. Jonathan lui dit alors « Ah, c'est donc vrai, tu as vraiment perdu la mémoire après ton accident d'il y a 6 ans. » Oui, c'est exact. Comment vous pouvez savoir que j'ai eu cet accident? Je ne comprends vraiment pas. Tu te souviens vraiment pas de moi? On était amoureux en primaire, on s'était promis de se retrouver à nos 20 ans à cause de mon déménagement. Il a fallu que ce foutu accident te fasse perdre la mémoire. Mais ne t'en fais pas, maintenant je suis là, et si tu veux bien me revoir, je te montrerai à quel point on est complices, à quel point tu m'aimais aussi. Amélie était très surprise de cette révélation, elle ne s'attendait pas du tout à ça. Elle était à la fois très surprise et rassurée de la nouvelle. Déjà, c'était pas un gros psychopathe qui voulait lui faire du mal, donc elle était très rassurée. Après quelques minutes d'hésitation, elle accepta sa demande. Après tout, elle le trouvait mignon, et elle avait rien à perdre. Elle voulait bien le revoir, et redécouvrir cet homme qu'elle avait aimé dans sa jeunesse. Les jours passent, et les deux se voient régulièrement. Ils discutent de leur passé pendant plusieurs semaines et passent de bons moments ensemble. Amélie commence même à avoir des sentiments pour Jonathan. Mais un week-end, elle voulait prendre des nouvelles de sa mère, car ça faisait longtemps qu'elle n'en avait pas eu. Pendant que Jonathan était à la douche, Amélie en profite pour passer un coup de fil. Elle dit à sa mère qu'elle a un petit ami et lui explique tous les détails, comme quoi ils se connaissaient avant l'accident et qu'ils se sont retrouvés. Sa mère lui dit la phrase suivante. Amélie, je ne sais pas si tu blagues avec moi, mais si ce que tu me dis est vrai, enfuis-toi le plus vite possible. Tu n'as jamais connu de Jonathan dans ta vie. Avoue, tu t'attendais pas à cette fin. J'étais le premier surpris par la chute. Qui était ce Jonathan finalement? Sûrement pas un homme bien. Mais ce qui est troublant dans cette histoire, c'est comment il a pu trouver toutes ces informations sur Amélie. De savoir qu'elle avait eu un accident qui a impacté sa mémoire et de jouer de ça pour s'en approcher. En vrai, cette histoire, elle est ultra sombre et elle est pas impossible. L'hypothèse qu'on peut avoir ici, c'est que déjà Jonathan, c'est un putain de psychopathe. Ça, on est d'accord. Mais ça doit être aussi un hacker qui a pu avoir accès à certaines informations pour pouvoir manipuler sa victime. Il a préparé ça depuis longtemps pour arriver à ses fins, et ça, c'est flippant. Ce genre d'histoire, ça fait grave flipper. Quand on peut se dire que ça peut nous arriver, franchement, c'est ce qu'il y a de pire. Et je le souhaite à personne, parce que des manipulateurs, malheureusement, il y en a partout, et parfois, ça peut aller très loin. Bref, continuons avec une nouvelle histoire. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé quand j'avais 8 ou 9 ans. Je ne m'en souviens plus exactement, mais aujourd'hui j'ai la vingtaine et je repense toujours à cette histoire. Un jour, ma mère m'a dit qu'elle devait faire une course à un magasin situé à 20 minutes de chez moi à l'époque. N'ayant aucune envie d'aller au magasin, je lui ai demandé de pouvoir rester à la maison. J'avais 8-9 ans à l'époque, mais j'étais un enfant plutôt autonome. Ma mère me dit aucun problème, juste ferme la porte à clé, n'ouvre à personne et attends-moi pendant 1 heure. C'était un samedi après-midi et à la télévision, il y avait mon dessin animé préféré, Bob l'éponge. J'étais super content. Alors je me suis posé sur le canapé dans le salon sur la grande télévision et j'ai commencé à regarder mon dessin animé, avec mon paquet de popcorn bien sûr. Petite particularité, il y avait une grande vitre dans le salon qui donnait sur le jardin. Ça devait faire une vingtaine de minutes que je regardais la télé et là, d'un coup d'un seul, je remarque qu'il y a un homme qui est planté là devant mon jardin. L'homme me sourit amicalement en me faisant un signe de la main. Je ne le connaissais pas donc j'étais très prudent. Il s'est rapproché de la vitre jusqu'à ce que son nez touche le carreau et il me dit « Salut ».
Je suis un ami de ta maman. Je sais qu'elle est partie, mais est-ce que tu peux me faire entrer pour que je l'attende avec toi à l'intérieur? J'ai compris alors que quelque chose n'allait pas. Ma mère m'a mis en garde contre ce genre de personne. De plus, je n'avais jamais vu cet homme auparavant. Je lui répondis que je n'avais pas le droit d'ouvrir. Mais je lui ai proposé de faire le tour et de l'attendre devant la porte d'entrée située à l'autre côté de la maison. L'homme a arrêté de sourire et il est parti aussitôt. Je me disais qu'il avait sûrement compris et qu'il était parti attendre ma mère autre part. Donc honnêtement, ça m'avait pas alarmé plus que ça. Mais 5 minutes plus tard, quand j'ai repris le visionnage de mon dessin animé préféré, l'homme avait réapparu. Mais cette fois-ci, il ne souriait plus, il était même en colère. Il voulait absolument rentrer et il me répétait: s'il te plaît, jeune fillette, je connais ta maman, laisse-moi entrer dans ta maison. Je lui répondis que je n'avais aucun droit de le laisser rentrer, et du haut de mes 8-9 ans, j'ai haussé le ton et je lui ai dit de partir. L'homme commença à frapper fortement la vitre en hurlant de le laisser entrer, sinon il me découperait en morceaux. J'étais là tétanisé par la peur. Je suis resté là à le regarder pendant une bonne minute avant de me décider de courir dans ma chambre et de m'enfermer à double tour. Les fracas contre la vitre ont continué pendant 5 bonnes minutes. Puis d'un coup, plus rien. J'ai entendu ma mère rentrer dans la maison et j'étais encore caché dans la chambre. Quand elle est rentrée, elle m'a appelé et je suis descendu directement. Mais elle était en train d'hurler. Mais qu'est-ce que t'as fait au carreau? La vitre où se trouvait auparavant l'intrus était abîmée par un gros impact de coups de poing et à ce moment-là, je fondis en larmes en lui racontant toute l'histoire. Et le soir même, nous sommes allés à la police pour faire une déposition. Ma mère ne reconnaissait pas du tout l'image de l'homme fait à partir d'un portrait robot. Depuis ce jour-là, malgré ma vingtaine d'années, j'ai peur d'être seul. J'ai envie de dormir tout le temps avec ma mère, parce que j'ai peur que cet individu revienne à moi. Et tu m'étonnes, qui n'aurait jamais été traumatisé avec une telle histoire? Je vous le demande. T'as 8-9 ans, t'attends ta maman devant ton dessin animé préféré, et là, t'as un homme vraiment bizarre qui te regarde à la fenêtre. Ce que je me dis, c'est heureusement qu'elle n'a pas été naïve, au point d'ouvrir la porte. Vu sa colère et son énervement, il aurait pu la kidnapper, ou pire encore, j'ose même pas imaginer. Ce genre d'histoire, ça fait énormément réfléchir. Déjà, la mère qui laisse son enfant seul dans sa maison, c'est absurde. Ça nous montre à quel point la sécurité a ses limites. Ne jamais laisser votre enfant seul, même pour 1 heure. Parce que si elle avait ouvert sa porte, là, c'était terminé. Donc croyez-moi, à cet âge-là, on est énormément naïve, donc elle a eu énormément de chance. Maintenant, à 20 ans, elle est traumatisée par ces événements, et ça m'étonne pas, ce genre de choses, ça reste à vie. Bref, poursuivons avec l'histoire suivante. L'histoire que je vais vous raconter retrace la terrible mésaventure de Camille. C'est une étudiante parisienne qui est prête à profiter un maximum de ses vacances bien méritées. Avec plusieurs amis, Camille a voulu faire la fête en faisant la tournée des bars. L'ambiance était festive et chacun était de bonne humeur. À un moment, un mec du groupe qui s'appelle Greg propose de finir la soirée en boîte de nuit. Tout le monde était d'accord, étant donné qu'ils avaient déjà bien bu et n'étaient pas prêts de s'arrêter maintenant. Une fois arrivés dans la boîte, chacun se disperse à l'intérieur et rencontre du monde. Camille, elle, a repéré un mec plutôt mignon, avec lequel leurs regards n'arrêtaient pas de se croiser. Le jeune homme commença à l'approcher. Le courant passait plutôt bien, ils rigolaient, ils buvaient un verre ensemble et franchement c'était plutôt agréable. Au fur et à mesure de la soirée, ils commencent à se rapprocher. Ils s'embrassent entre 2 pas de danse et se collent l'un à l'autre. Du coup, le jeune homme qui s'appelle Lucas lui propose de finir la soirée chez lui. Camille hésite et lui dit finalement qu'elle veut rentrer avec ses amis. Le problème c'est qu'après ça, Lucas voulait forcer. Il lui demandait lourdement de venir avec elle. Il lui proposait des verres mais Camille ne voulait rien savoir. Elle restait près de ses amis et loin de Lucas. Malheureusement et heureusement pour Camille, l'une de ses amies se sentait super mal, à cause de l'alcool probablement. Donc ils ont décidé de mettre court à la soirée et de rentrer chez eux. Lucas essaya de récupérer une dernière fois Camille en la prenant par les hanches et en lui disant de venir chez lui. Mais Greg s'interposa en voyant le regard de son ami craintif et ils réussirent à s'en aller. Après ça, chacun a pu rentrer chez soi et dormir comme il le pouvait. Le lendemain, Camille faisait défiler son fil d'actualité Facebook et elle a vu un incident qui s'est passé cette même soirée. Une jeune fille qui était présente a été retrouvée morte dans une baignoire dans un bâtiment voisin. La scène était des plus terrifiantes, il y avait des organes en moins et elle semblait avoir été torturée. Selon des témoins présents à la soirée, cette fille a été vue pour la dernière fois avec un jeune homme ressemblant trait pour trait à Lucas, en train de quitter la boîte de nuit. Horrifiée, Camille a compris pourquoi cet homme était aussi insistant avec elle. Elle comprit qu'elle avait eu la chance d'avoir la lucidité de ne pas le suivre, sans quoi elle ne serait probablement plus en vie à l'heure qu'il est. Ne jamais faire confiance à un inconnu. C'est la base les amis. Dans la vie on peut tomber sur tout type d'individus. Parfois certains seront super gentils et vraiment bienveillants, mais d'autres auront un intérêt derrière la tête et seront vraiment dangereux. Quand on entend certains faits divers sur des choses qui se sont produites, franchement cette histoire elle m'étonne même pas.
Ici, Camille a eu le bon réflexe de repousser cet homme, surtout quand on voit l'insistance qu'il avait. Là, il était littéralement en train de forcer, il voulait pas lâcher. Je veux pas sembler parano, mais vaut mieux prévenir que guérir. Quand ça arrive, vaut mieux s'en écarter le plus vite possible. Assurez-vous de connaître la personne un maximum avant de vous engager, parce que sinon, parfois on peut tomber sur de très mauvaises surprises. Bref, continuons avec une nouvelle histoire. Écoutez-moi bien parce que ce qui va suivre, franchement, ça fait réfléchir. C'était il y a quelques années. J'avais 9 ans si je me souviens bien. Je passais mes vacances chez ma tante dans le Val d'Oise avec ma sœur Stéphanie. Ma tante habitait dans une petite maison. Il fallait emprunter un petit escalier pour y entrer. On y allait peu, mais à chaque fois, moi et ma sœur, on s'amusait beaucoup. On chassait les lézards, on grimpait dans le grand arbre qui était dans le jardin. On imaginait qu'on était dans un grand vaisseau spatial et qu'on capturait des aliens, des délires de gosses quoi. Et parfois, ça nous arrivait de nous promener dans une forêt qui était juste à côté de chez nous. Elle se situait à une 50aine de mètres de l'endroit où habitait notre tante. Elle était grande et épaisse, la lumière du soleil ne passait presque pas. Seuls les quelques rayons qui pouvaient se faufiler éclairaient la forêt le jour. On jouait à cache-cache, au loup, ce genre de choses quoi. Mais on ne pouvait pas aller très loin. Il y avait un grillage et notre tante nous avait formellement interdit de le passer. On avait toujours respecté cette règle, mais au fil des années, notre curiosité augmentait de plus en plus. On inventait des histoires, comme quoi passer cette barrière nous mènerait dans un autre monde, etc. Et pendant ces vacances, notre curiosité a pris le dessus sur notre obéissance. C'était une nuit. On avait décidé d'y aller le soir pour que notre tante ne nous surveille pas. Stéphanie avait peur d'y aller et moi aussi, je dois l'avouer. Cette nuit était plutôt froide pour une nuit d'été. C'est ce qui m'avait le plus angoissé à vrai dire. Mais l'excitation avait pris le dessus et sans faire un bruit, on avait passé le jardin et la grande porte. Quelques minutes après, on était dans la forêt. On connaissait le chemin par cœur, ce n'était pas la première fois qu'on empruntait ce sentier. La nuit, la forêt était plus sombre. Je croyais voir des ombres bouger à chaque instant et chaque bruit nous faisait sursauter. On aurait pu faire demi-tour, mais lorsqu'on regarda devant nous, on était arrivé juste devant le grillage. Ma sœur et moi on s'est regardés presque en même temps et aucun de nous deux n'osait avancer. Ce n'était qu'un pauvre grillage, mais à l'instant, c'était une muraille infranchissable pour elle et moi. Après quelques secondes qui semblaient être une éternité, je brise le silence et je m'avance dans le bois, j'y vais. Ma sœur ne dit aucun mot et un peu anxieuse, elle monta sur le grillage. Arrivée en bas, on regarde autour de nous. Il n'y avait rien. C'était juste la même forêt. Rien qui ne changeait. Pas un nouveau monde. Juste la même forêt où ma sœur et moi on s'amusait régulièrement. J'étais déçu et ma sœur aussi apparemment. Mais on décida de continuer et de s'avancer dans cette forêt. Par curiosité, on avance dans une zone qui était totalement inconnue. On pouvait vite s'y perdre, mais on ne pensait pas à ça sur le coup. Jeune, je ne connaissais pas la prudence et je ne me souciais pas de savoir si je pouvais retrouver mon chemin ou pas. La forêt était plus calme que jamais, aucun bruit, aucun son. Je marchais peu à peu, seul mes pas faisaient du bruit dans cette forêt endormie. Après quelques minutes, une chouette brisa le silence. J'ai sursauté et je me suis retourné pour voir où était Stéphanie. Elle n'était pas derrière moi. J'ai paniqué, je regardais autour de moi, mais rien. Je ne savais plus où était ma sœur. Je criais son nom, mais rien à faire, elle n'était pas là. Alors que j'étais au bord des larmes, je vois quelque chose bouger. Je ne savais pas bien distinguer ce que c'était, mais j'espérais de tout cœur que c'était ma sœur. Approchant tout doucement, j'appelais à voix basse Stéphanie. J'hésitais à avancer, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'allais toucher la forme quand j'entends un grognement, comme un grognement de chien, mais en plus grave, une chose que je n'avais jamais entendue. Reculant très rapidement, je ne quittais pas des yeux le buisson, et la silhouette qui en sortait petit à petit. Et là, je vis la chose la plus horrible que je puisse voir dans ma vie. Ce qui est sorti du buisson ressemblait à un sanglier, mais en plus long, en plus gros, et avec une tête plus humaine. Je remarquais aussi qu'il avait des pattes d'ours et des dents crochues. La bête était recouverte de sang, et me regardait avec ses yeux rouges. Elle s'approchait tout doucement de moi. Je ne respirais plus. On entendait seulement son grognement, de plus en plus fort et menaçant. Sans réfléchir, je me suis retourné, et je me suis mis à courir le plus vite possible. Je ne me retourne pas. Je savais qu'elle me poursuivait. J'entendais du bruit derrière moi. Ce n'était plus des grognements, mais des cris. Des cris à vous glacer le sang, que quand vous les entendez, vous savez que c'est pas normal, vous devez fuir le plus vite possible. Quelque chose voulait me tuer, mais je ne savais pas ce que c'était vraiment. À ce moment-là, moi aussi je pleurais et je criais. Personne ne resterait de marbre face à ça, surtout quand on a 9 ans. Et là, je vois le grillage. Sans attendre, j'ai sauté et grimpé. Au moment où la bête allait m'attraper, elle s'arrêta net devant le grillage. Elle restait devant, marchait à côté, mais elle ne voulait pas le passer. Au bout de quelques secondes, elle s'en alla et elle a disparu dans les profondeurs de la forêt. Quand je suis rentré, ma tante m'attendait. Elle savait ce que nous avions fait. Après lui avoir raconté l'histoire, elle a appelé la police et les secours pour retrouver Stéphanie. Mais malheureusement, elle n'a jamais été retrouvée. Et au bout de quelques semaines, les recherches s'arrêtèrent. À partir de ce soir-là, ma vie n'était plus la même. J'avais perdu le goût de m'amuser et de vivre. J'avais perdu toute mon innocence à cause de cette histoire. J'avais perdu ma sœur.
Et si je raconte tout ça après 12 ans seulement, c'est qu'une équipe de recherche a trouvé son corps, ou plutôt un squelette dans une grotte de la forêt. Après vérification, il s'agirait bel et bien de ma sœur Stéphanie. Elle n'est pas morte de faim ou de soif. Le squelette n'était pas entier. Il y avait des traces de griffes qui lui avaient arraché la moitié du crâne, du haut jusqu'à ses oreilles. D'énormes traces de griffes. Depuis qu'on a retrouvé son corps, je n'arrive plus à dormir. Là, on est sur quelque chose de très intéressant. Déjà, 9 ans, être aussi jeune et vivre une expérience pareille, ça doit être traumatisant. Il y a un truc que je me demande avec cette histoire, est-ce que le témoignage est authentique? Ce que j'entends par là, c'est qu'à 9 ans, c'est pas forcément représentatif de la réalité ce qu'on peut voir. L'hypothèse que j'ai avec cette histoire, c'est que peut-être que sa sœur Stéphanie a été enlevée par un sorte de psychopathe déguisé. Vous voyez un peu le genre, un mec qui traquerait ses victimes dans une forêt et qui les tuerait par la suite. Je sais, dit comme ça paraît gros, mais ça expliquerait peut-être un peu plus la situation. Parce que aussi jeune, avec le sentiment de peur, on a tendance à toujours tout grossir. En tout cas, j'attends vos avis dans les commentaires. Continuons avec la prochaine histoire. Let's begin. C'était il y a environ 15 ans. Mon amie d'enfance et également voisine vivait comme moi et mes parents respectifs dans des petites maisons qui étaient isolées aux abords d'un village en Provence. Ses parents étaient souvent absents à cause de leur boulot chronophage. Elle se trouvait presque quotidiennement seule 3 ou 4 heures dans la soirée. Souvent je venais la voir et on jouait à la play, ou simplement on se préparait de gros sandwichs et on s'en mettait plein le ventre. Bref, durant une chaude soirée, j'étais absent. Nous avions 14 ans tous les deux. Et à l'époque, elle était comme d'habitude seule chez elle en attendant que ses parents reviennent du taf. Je précise qu'elle avait 2 chats qui traînaient souvent dans sa chambre à l'étage de sa maison. Dans le quartier, il y avait d'autres maisons, principalement habitées par des retraités, qui regardaient tous les soirs la télévision. De ce fait, il lui restait environ 2 heures à perdre durant lequel elle prenait soin de faire ses devoirs et mater une petite émission au rez-de-chaussée. Ses chats, eux, étaient confortablement installés dans sa chambre. Au bout d'un moment, elle entendit des bruits à l'étage. Et au moment même où elle se précipitait dans les marches pour voir si les chats ne se battaient pas, elle les a vus dévaler les marches à toute vitesse, comme s'il y avait quelque chose d'effrayant. Comme s'il y avait quelque chose qui les avait effrayés. Heureusement pour elle, sa chambre était parfaitement visible depuis le haut de l'escalier, ce qui lui laissa bien 3 mètres entre elle et ce qui avait effrayé ses petits matous. Sans réfléchir, elle monta mécaniquement les marches pour aller voir à l'étage, sans se douter le moins du monde de ce qu'elle allait trouver en haut. D'un seul coup, elle s'arrêta. Elle était pétrifiée, tellement affolée que selon ses propres dires, elle ne pouvait même pas crier. Sous son lit, il y avait quelque chose qui n'avait rien à faire là, une silhouette humaine. Elle était terrifiée et s'empressa de redescendre les escaliers. Elle sortit de sa maison avec ses chats, dévala la pente raide qui menait de sa maison à celle de nos voisins les plus proches et leur demanda d'appeler la police. Une fois celle-ci arrivée, bien sûr, il n'y avait plus personne, rien n'a été volé. L'histoire était d'autant plus étrange que nous n'avions jamais vécu de cambriolage dans cette zone, et que ma maison était loin d'être la plus intéressante pour un voleur. De plus, elle faisait partie des rares maisons où il y avait quelqu'un à cette heure. Alors pourquoi cet intrus lui a rendu visite? Personne ne le sait. Et à ce jour, ça reste un mystère non résolu. Mon amie était traumatisée par les événements. Et aujourd'hui, elle a beaucoup de mal à dormir la nuit, et ça se comprend après avoir vécu une telle expérience. Ce qui est flippant à travers cette histoire, c'est qu'elle est hyper plausible en fait. C'est pour ça que je la trouve hyper flippante, et je vous rappelle que ce serait des apparemment vrai. En tout cas, c'est possible et ça m'étonnerait pas, quand on voit la folie de l'être humain. Alors imagine que tu es en train de rentrer chez toi après une belle journée de travail. Tu vas te doucher et tu t'apprêtes à dormir. Et c'est là que tu tombes sur un putain de psychopathe qui est sous ton lit en train de te regarder avec ses petits yeux. On est d'accord, il y a de quoi être traumatisé à vie. Donc si vous voulez un conseil, une petite batte de baseball, rien de mieux pour se protéger contre des intrus. Bref, on continue avec une autre histoire qui ressemble à celle d'avant mais qui est assez courte. Mais ce qui est stressant ici, c'est que des témoignages sur des histoires similaires, c'est pas anodin. C'était une soirée banale de semaine. J'étais en 5ème quand cette histoire m'est arrivée. Alors je ne traînais pas le soir. Au plus tard 21h, j'étais couché dans mon lit. Comme d'habitude, je mange et regarde un peu la télé, me brosse les dents et je vais lire un livre dans ma chambre en attendant de tomber dans les bras de Morphée. Il faut savoir que mon ancien appartement s'étalait sur 3 étages. Ma chambre était au dernier, celle de mon frère au 2e et mes parents au 1er. Je ne me suis jamais senti en insécurité dans cet appartement, de par la disposition de celui-ci. Au pire, si quelque chose se passait, j'aurais été réveillé avant d'y être confronté. Mais cette nuit-là, du bruit me réveille. À moitié endormi et dans le noir complet, je distingue une silhouette dans ma chambre.
Une silhouette qui ressemblait à celle de mon père. Et n'étant pas très lucide, j'étais sûr que c'était lui. J'étais persuadé que c'était lui qui venait me voir si tout allait bien, ou pour me bercer peut-être. Je ne me pose aucune question et je me rendors. Et RAS pour le reste de la nuit. Je me réveille le lendemain matin et je vois que nous avons été cambriolés. La personne qui était dans ma chambre était un cambrioleur. Ce n'était pas mon père. Je ne sais pas ce qui m'a le plus traumatisé. Le fait de se dire que quelqu'un a violé votre intimité et que vous l'avez vu, ou mon imagination qui me force à penser ce qui aurait pu se passer si j'avais dit quelque chose pendant cette nuit. Si je l'avais interpellé ou lui demandé qui c'était. Peut-être qu'il m'aurait étranglé pour que je ne puisse pas signaler le cambriolage. Ou peut-être qu'il m'aurait assommé ou frappé. Il y a tellement de possibilités. Cette histoire est déjà terminée. Je vous l'ai dit, elle est assez courte, mais je l'ai trouvée très angoissante. Ça vous est jamais arrivé, vous êtes en train de passer votre meilleure nuit, mais pendant quelques secondes, durant un moment de la nuit, vous vous réveillez, puis vous vous rendormez. Mais vous êtes persuadé d'avoir vu un truc qui cloche, ou avoir entendu un truc bizarre. Parfois on se rassure et on se dit que c'est nos proches, ou le chien qui a fait un petit bruit, puis on se rendort. Mais qui vous dit que c'était pas quelque chose d'autre à ce moment-là? Je pense que vous voyez où je veux en venir. On a tendance à prendre les choses beaucoup trop à la légère. On est trop confiant, on vit dans notre sécurité, mais le jour où ça nous arrive, là, on est totalement en PLS et pétrifié par la peur, face à un intrus qui est juste devant vous. J'essaie pas de vous faire peur davantage, mais juste de vous dire que tout ça, c'est hyper probable. Rappelez-vous que l'être humain est capable de beaucoup de choses, donc déjà ces deux histoires, ça pourrait arriver à n'importe qui d'entre vous. Et c'est ça qui les rend d'autant plus flippantes et angoissantes, c'est que c'est tout simplement des histoires vraies. Et ouais. Pour terminer, encore une petite histoire réelle qui fait froid dans le dos. C'est parti. Le soir, avant de m'endormir, j'entends un bruit au-dessus de ma chambre. Sûrement un animal. Il gratte souvent le sol du grenier, juste au-dessus de mon lit. J'ai déjà essayé d'aller voir là-haut, mais sans résultat. La lumière ne va pas jusqu'au fond de la pièce, et je suis acluophobe, donc je ne risque pas d'y aller. J'ai une peur énorme de l'obscurité. Il n'y a aucune bestiole. Quand je suis dans le salon, je l'entends, comme s'il était dans ma chambre. Le parquet craque la nuit, et pourtant, un animal de la taille d'un rat ou d'une souris n'est pas assez lourd pour le faire craquer. Parfois, j'ai l'impression que le rat tombe, mais quand ça se produit, le bruit est beaucoup trop important. Je continue à vivre, sachant pertinemment qu'il y a quelque chose avec moi. J'ai l'impression d'habiter avec quelqu'un d'autre, comme un humain. Ça m'empêche de dormir parfois. Je pense que je vais appeler un dératisseur, mais j'ai comme l'étrange impression que ça ne marchera pas. Je l'entends partout, comme s'il pouvait se frayer un chemin dans tous les murs et les sols de la maison. Maintenant, au grattement s'ajoutent des petits pas. Je ne comprends plus rien. Il y a des traces sur la trappe, comme si l'animal pouvait passer de l'autre côté. Le rat se balade dans ma maison, ma propre maison. Même si c'est juste un animal, je ne veux plus de lui chez moi. De jour en jour, il y a encore plus de lacérations sur la trappe, mais elles sont encore plus profondes. Elles ne peuvent pas avoir été faites par des griffes. Pourquoi je n'appelle pas un dératisseur, vous allez me dire? Peut-être parce que je me doute que ce n'est pas un rat. Des pas, des grattements toute la journée, des lacérations sur le mur, sur le canapé, sur les chaises. Ça ne peut pas être un rat. Qu'est-ce qui peut bien rôder dans ma maison? Merde, qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé un petit tas de cheveux, de toutes petites mèches de cheveux. Je vais les apporter à la police. Ça fait 2 jours et les analyses n'ont rien donné. Cette nuit, j'ai entendu des bruits en bas. Les tiroirs s'ouvraient, se refermaient et se réouvraient. Quelque chose était en train de marteler les vitres. En rentrant chez moi, ma maison était dévastée. Les portes, les murs, les meubles, tout était lacéré. Nous sommes en hiver, donc la nuit tombe vite. Après le dîner, j'ai regardé la télévision en espérant tout oublier. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à dormir. Les bruits venaient de la salle de bain. Je suis resté dans mon lit. J'avais peur, j'étais totalement paralysé. Je me suis réveillé en pleine nuit et quelqu'un respirait. Quelqu'un respirait dans mon oreille. Il y avait des pas dans ma chambre et je n'ai pas osé allumer la lumière. J'ai entendu mon piano aussi, comme quand on laisse passer sa main dessus. Et d'un coup, j'entends la porte de mon placard qui commence à claquer. Je n'ai pas osé regarder dedans. Maintenant, je sais que c'est pas un animal qui est dans ma maison. Je viens de rentrer du travail et la porte d'entrée était ouverte. Je suis pourtant sûr de l'avoir fermée. J'ai même vérifié 2 fois. Ma maison était encore une fois saccagée. Il y avait une odeur nauséabonde sous le canapé. Je n'ai pas osé regarder, j'avais trop peur. Vous pouvez me dire que je suis un froussard, moi j'appelle ça de la prudence. Avant d'aller dormir, j'ai entendu la trappe qui mène au grenier et la porte du placard grincer. Ensuite le piano, puis une respiration et une voix grave qui m'a dit « À bientôt, dans tes pires cauchemars ». La police a retrouvé quelques jours plus tard le corps de la femme. On lui avait coupé les pieds et calciné les jambes. On avait épluché sa peau à partir de sa tête et vidé l'intérieur. Elle n'avait plus ses boyaux, ni ses organes, ni plus aucune goutte de sang. La police avait également trouvé que la femme avait été signalée disparue. Les dates données correspondent à l'évasion d'un homme dangereux de l'hôpital psychiatrique proche de la ville. Les enquêteurs ont trouvé ses empreintes un peu partout dans la maison, mais nous n'avons actuellement pas plus d'informations sur cet homme. Nous savons juste qu'il maîtrise l'art du déguisement et
qu'il s'introduit dans les greniers des maisons qu'il repère en avance. Il a l'air de choisir des proies faciles, qui vivent seuls. Alors faites attention au bruit que vous entendez avant de vous endormir. Il pourrait très bien passer la nuit avec vous. Sérieusement, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu t'attendais à une telle chute? Je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo et qui possèdent un grenier, vous allez galérer à dormir ce soir. Si vous entendez des grincements, des petits bruits juste en haut de votre maison, posez-vous des questions. J'ai pas envie de vous faire peur. Non, c'est pas mon but. Mais vérifiez parce que on a tendance à beaucoup trop faire confiance. Après, faites ce que vous voulez. Moi, j'aurais prévenu. Après, si vraiment vous avez peur, faites comme moi et habitez dans un appart. Le problème sera réglé et dormez toujours à côté de votre petite batte de baseball. Enfin bref, pour tous ceux qui sont encore présents, j'ai une petite question pour vous. J'ai envie de vous connaître. Et ouais, y a pas que moi qui dois donner des infos. Dis-moi sur mon Insta Mogota-sama en privé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça m'intéresse. J'attends vos messages et je suis sur mon tel juste après cette vidéo. N'hésitez pas parce que je réponds à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.